avec mes diverses addictions, vous savez. Donc, je me sentais très maître de la situation d'une certaine manière, mais pas au point de pouvoir arrêter quand je le voulais. L'addiction à l'alcool dans le monde du rock est un monstre patient qui draine silencieusement des fragments de l'âme après chaque tonnerre d'applaudissements. Il se cache derrière les lumières de la scène, derrière les guitares grinçantes et les cris explosifs de la foule. Est-ce que quelqu'un réalise que derrière cette façade de défi se cache une bataille silencieuse? Que de nombreuses légendes survivent à peine à chaque gorgée d'alcool, à chaque pilule, à chaque dernier spectacle. Ils se croient invincibles, mais vérité, ils meurent lentement et impitoyablement. Certains s'effondrent studio. Certains meurent un seul dans leur voiture. Certains boivent jusqu'à oublier qui ils sont. Pourquoi les génies sont-ils si facilement détruits par l'intoxication? Découvrons le destin de 15 rockstars, autrefois des icônes qui ont fait vibrer le monde lorsque l'alcool a cessé d'être un compagnon pour devenir une condamnation à mort définitive. Numéro 15. Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne, l'icône immortelle du rock sombre, n'était pas seulement un homme qui a réécrit l'histoire du heavy metal, mais aussi un survivant miraculeux des abysses de la drogue et de l'alcool. Né à Birmingham, Angleterre, Ozzy a grandi dans une famille pauvre où il a rapidement été attiré par un monde d'alcool, de cigarettes et de musique rock. Lorsqu'il a rejoint Black Sabbath 1968, l'alcool n'était pas qu'un plaisir. C'est devenu le carburant de sa créativité et de sa rébellion. Mais plus il sombrait dans la célébrité, plus il perdait le contrôle. La jeunesse d'Ozzy a été un chaos d'intoxication et de folie. Il a bu jusqu'à 100 litres d'alcool quelques jours pendant Noël, une quantité qui pourrait tuer un homme ordinaire. Il se produisait dans un état semi-conscient et de nombreux spectacles ont été annulés parce qu'il était trop ivre pour chanter. Lors de réunions d'affaires ou tournées, Ozzy se déshabillait fréquemment, urinait dans les tasses des autres ou mordait la tête d'animaux vivants. Pas une légende urbaine, mais une froide vérité. Le point culminant a été son arrestation au Texas pour avoir uriné sur le monument d'Alamo, état d'ébriété, ce qui lui a valu d'être banni de la ville pendant une décennie. Cette spirale descendante ne s'est pas arrêtée même après son renvoi de Black Sabbath 1969. Au lieu de dégriser, il s'est enfermé dans une chambre d'hôtel et a bu jusqu'à frôler la mort. « Je n'ai pas quitté la chambre pendant 3 mois. Personne ne pensait que je survivrais, a-t-il dit un jour. Et c'est là que le destin est intervenu. Sharon Arden, qui deviendrait plus tard sa femme, sa manager et son sauveur. Sharon n'était pas seulement une manager de musique avisée, mais aussi la première à voir qu'Ozzy était plus qu'un monstre ivre, c'était un artiste perdu. Elle l'a relevé, a reconstruit sa carrière solo avec l'album Blizzard of Oz et s'est battue quotidiennement contre le démon qui était lui. Mais le destin a frappé fort à nouveau, 1949, après une nuit de forte consommation d'alcool et de drogue. Ozzy a failli tuer sa femme dans un accès de paranoïa. « Nous sommes arrivés à la conclusion que tu dois mourir », a dit froidement Ozzy avant de tenter d'étrangler Sharon. C'est le bouton d'urgence sur le bureau qui l'a sauvé. Au lieu de s'éloigner, Sharon a fait l'impensable. Elle lui a pardonné. Elle l'a envoyé cure de désintoxication et l'a forcé à signer un accord de sobriété obligatoire de 6 mois. Mais c'était loin d'être la fin. Tout au long des années 1990, Ozzy a continué à rechuter, oscillant entre la sobriété et l'intoxication. Je ne sais pas ce qu'est la modération. Soit je bois jusqu'à la mort, soit pas du tout, a-t-il confessé. Mais Sharon est restée persistante, patiente, ne le laissant jamais s'échapper. La vie d'Ozzy a vraiment commencé à changer lorsqu'il a rejoint le programme des AA. Sous la direction du programme et la supervision implacable de Sharon, il a commencé à comprendre qu'on ne peut pas vaincre la dépendance, la fuyant. L'une de ses citations les plus célèbres de ce parcours est « 1, c'est trop, 10, ce n'est jamais assez ». Il a appris à refuser l'alcool, acceptant sa propre faiblesse. Sharon ne se contentait pas de le superviser physiquement. Elle surveillait chaque spectacle, chaque entrevue et contrôlait l'accès aux coulisses,
pour s'assurer que personne ne donnait d'alcool à Azieh. Elle est devenue une barrière vivante, absorbant chaque rechute, chaque chute. Alors que toute l'industrie du divertissement avait abandonné Azie comme un toxicomane désespéré. Sharon a reconstruit son image avec l'émission de télé-réalité The Osbournes pour montrer au monde que derrière la voix rauque et les yeux sauvages se cachait un père, un mari, un être humain. Après des décennies de lutte contre lui-même, Azie a appris à vivre sobre, pas toujours parfaitement, mais suffisamment régulièrement. Même admettant consommer occasionnellement de la marijuana pour faire face à la douleur de la maladie de Parkinson, il n'a plus jamais touché à l'alcool ou à la cocaïne. Numéro 14. Bon Scott. Bon Scott était la voix légendaire d'ACDC. Il incarnait un style de vie brutal, féroce, imprudent et perpétuellement ivre. Dès son adolescence, Bon a été lié à l'alcool comme un rite de passage. Au début de la vingtaine, il a été arrêté et envoyé centre de détention pour mineurs pour vol et bagarre. La plupart de ses problèmes étaient liés à l'alcool et à la conduite état d'ébriété. Blessures, dents cassées. C'était une des conséquences familières de ses excès prolongés. Mais Bon n'a jamais reculé, n'a jamais craint la douleur, n'a jamais montré de regret. Pour lui, l'alcool était un ami, un accessoire de scène, le vent sauvage qui le poussait au-delà de toutes les limites. 1974, un accident a failli le tuer. Bon, ivre, a enfourché sa moto dans la nuit et a percuté de plein fouet un autre véhicule. Il a été inconscient pendant 3 jours et hospitalisé pendant 18 jours après cela, avec une mâchoire cassée, des dents brisées et des caillots sanguins dans les poumons. Au lieu de se réveiller face à la réalité, Bon a porté l'incident comme une médaille d'honneur. Peu de temps après sa sortie, il a rejoint ACDC et l'autodestruction s'est intensifiée de façon exponentielle. Avec ACDC, Bon est devenu l'âme sauvage du groupe. Il prenait d'assaut la scène comme une bête, enchaîné libéré, hurlant, dansant, se déshabillant, versant de l'alcool sur sa tête et continuant à chanter. Des amis ont dit que Bon pouvait boire pendant des heures sans s'arrêter et continuer à suivre le rythme du spectacle. Mais une fois les lumières éteintes, il s'effondrait comme un cadavre ivre. Soir après soir, Bon s'épuisait à la fois dans la musique et dans l'alcool, comme s'il savait que son temps était compté. Dehors de la scène, l'alcool à Ross a ruiné la vie quotidienne de Bon. Lorsqu'il n'était pas tourné, il dérivait à travers des journées insignifiantes, ivre, querelleur, proie à des trous noirs, perdu dans son propre appartement. Il a avoué un jour que chaque fois qu'il dégrisait, il était frappé par un sentiment de vide et de froideur. Des amis proches, comme Bruce Howe, se rappelaient que Bon buvait souvent au point de ne plus savoir où il était et qu'il avait été laissé dans la rue à plusieurs reprises incapable de se réveiller. Dans la nuit du 18 février 1980, Bon Scott a bu toute la nuit au Music Machine Nightclub de Londres. Selon des amis, il a bu au point d'oublier qui il était. Plus tard, son ami Alistair Canner a mis Bon dans une Renault 5 pour qu'il cuve. Le lendemain matin, Bon était toujours là, immobile, ne respirant pas. Il était mort d'étouffement avec son propre vomi état d'ébriété, la cause officielle étant une mésaventure liée à l'alcool. La mort de Bon Scott n'était pas seulement la fin d'une voix légendaire. C'était un signal d'alarme pour la culture d'adoration de l'alcool de la scène rock à cette époque. Numéro 13. Duff McKagan. Alors, votre pancréas se dilate. Le mien s'est dilaté à la taille d'un ballon de football américain et le pancréas n'est pas un gros organe et il s'est dilaté et a éclaté. Donc, ils ont fait une échographie. J'ai été emmené d'urgence. Mon ami m'a trouvé dans mon lit. Duff McKagan, membre fondateur de Guns N' Roses, n'a pas pu échapper au pouvoir destructeur de l'addiction à l'alcool. L'apogée de Guns N' Roses a également été le moment où l'addiction de Duff a atteint un niveau extrême. Il buvait jusqu'à 10 bouteilles d'alcool par jour, buvant dès qu'il ouvrait les yeux, terminant chaque jour dans une stupeur d'ivresse.
Sous les lumières éblouissantes de la scène se trouvait un corps dévasté par l'alcool, la cocaïne et les tranquillisants. Le point de rupture est survenu lorsque le corps de Duff a envoyé un signal de mort. 1994, il s'est effondré à cause d'une pancréatite aiguë, son pancréas ayant gonflé à la taille d'un ballon de football, et les médecins l'ont averti que s'il continuait à boire, il serait mort dans un mois. Pour la première fois de sa vie, Duff a vu la faucheuse. Allongé sur un lit d'hôpital de Seattle, hébété entre la drogue et un réveil brutal, il a commencé à penser à abandonner l'alcool. Ce n'était pas un adieu douceur, c'était la guerre. Duff a dû réapprendre à vivre. Cesser de boire de l'alcool a été un voyage solitaire et parfois impitoyable. Duff a quitté Los Angeles, s'est éloigné de ses vieux copains de beuverie et a cherché un endroit calme pour se reconstruire. Avec plus de 25 ans de sobriété, Duff est devenu un symbole de résurrection dans le monde du rock. Il n'est plus seulement un musicien, il est écrivain, journaliste, conseiller financier pour les artistes et surtout un mari et un père attentif. Il a écrit « C'est si facile » et autres mensonges. Partageant sa bataille contre l'alcool, chaque phrase comme un scalpel disséquant la douleur afin que d'autres puissent apprendre à y échapper. Numéro 12, Jim Morrison. Dès son adolescence, Jim Morrison n'a jamais été un garçon ordinaire. Né dans une famille militaire où l'heure du cocktail du soir était un rituel sacré, Morrison a appris très tôt à chercher à s'évader par l'alcool. Un ami d'enfance s'est rappelé une scène terrifiante lorsque Jim avait 21 ans, buvant du gin depuis le matin, continuant toute la journée et restant complètement lucide. Ce n'était plus une rébellion juvénile. C'était le début d'une addiction qui durerait toute sa vie. Lorsque The Doors s'est formé et est devenu célèbre, l'alcool est devenu un élément essentiel de son sac, de ses paroles, de sa circulation sanguine. Les séances d'enregistrement de Waiting for the Sun ont été un cauchemar pour le reste du groupe. Certaines chansons ont dû être enregistrées jusqu'à 130 fois parce que Morrison était trop ivre pour chanter. Il entrait titubant dans le studio, s'effondrait sur une chaise, puis se levait soudainement et riait de façon maniaque. L'ivresse pour Jim n'était pas qu'une habitude, c'était un style de vie. Ses performances sombraient fréquemment dans le chaos. L'incident le plus tristement célèbre s'est produit 1969 à Miami. Morrison a bu toute la journée, a juré, a crié et a fait semblant de se masturber sur scène. La police a pris d'assaut le lieu, la foule a hué et des dizaines de spectacles des Doors ont été annulés. Jim a été condamné à 6 mois de prison et à une amende de 500 $. Mais ce n'était que la première étincelle d'une longue série de tragédies. 1971, Jim quitte les États-Unis pour Paris, espérant se retrouver au milieu des rues paisibles et de la culture artistique. Mais l'alcool ne l'a pas laissé partir. Le matin du 3 juillet 1971, Pamela Corson, la petite amie de Jim, l'a retrouvé inconscient dans une baignoire. Le rapport officiel a fait état d'une insuffisance cardiaque due à la drogue, à l'héroïne et, bien sûr, à l'alcool. Jim Morrison, le leader du groupe The Doors, poète rebelle, idole d'une génération, est mort à 27 ans, laissant derrière lui un conte édifiant sur les excès du rock and roll. Numéro 11, John Lennon. John Lennon n'était pas seulement un génie musical, mais aussi quelqu'un qui a failli se perdre dans une bataille décennale contre l'alcool. Tout a commencé avec le traumatisme de la perte de sa mère à l'âge de 15 ans. Un moment qui a hanté Lennon toute sa vie. La mort soudaine de Julia a plongé John dans la rage et le désespoir. Dès lors, l'alcool est devenu son analgésique non scénarisé. L'adolescent John a commencé à se saouler et à se battre constamment, comme s'il essayait de purger le monde entier de son esprit. L'alcool n'a pas seulement engourdi la douleur, il est devenu une arme d'autodestruction. Lorsque les Beatles ont conquis le monde, Lennon a porté à la fois sa solitude et sa consommation d'alcool au sommet de la gloire. À de nombreuses reprises, il s'est tellement saoulé
qu'il a fini par se battre avec des amis et des collègues. Un incident tristement célèbre est celui où il a frappé le MC Bob Wooler lors d'une fête pour avoir suggéré que Lennon pourrait être, je cite, « un coup de poing alimenté par l'alcool a fracturé les côtes de Quentin-Tess de quelqu'un et a terni l'image d'un artiste. » L'alcool et les drogues ont été un duo dangereux qui a suivi Lennon tout au long des années 60. Pendant les enregistrements et les tournées, il se présentait souvent avec les yeux tombants, une voix lente et une irritabilité de plus incontrôlable. Lorsqu'il s'est temporairement séparé de Yoko Ono, 1973, il est entré dans le soi-disant Lost Weekend, 18 mois de boissons et de chaos sauvage. Lennon buvait du Brandy Alexander comme de l'eau, faisait la fête avec Harry Nelson et Keith Moon, saccageait des boîtes de nuit hollywoodiennes et s'est même fait expulser de bars pour s'être moqué des artistes. Mais, plein milieu de ce chaos, Lennon a commencé à se réveiller. Il a admis qu'il n'était plus heureux et a décidé de retourner auprès de Yoko Ono. Ce fut le tournant. Grâce à l'amour et à une discipline rigoureuse, Yoko a aidé Lennon à cesser de boire, à se retirer du show business et à se concentrer sur le fait d'être un père et un être humain ordinaire. Dans son appartement de l'immeuble Dakota à New York, il a commencé à vivre sobrement, à s'occuper de son fils Sean, à méditer et à composer à nouveau. Dans les dernières années de sa vie, John Lennon était presque entièrement sobre. Il a avoué « Avant, je vivais comme une bête sauvage, mais je suis redevenu humain. » Dans l'album Double Fantasy de 1980, le Lennon sarcastique et moqueur avait disparu, remplacé par un homme calme, sincère et repentant. Des chansons comme Watching the Wheels et Beautiful Boy sont la preuve de la résurrection d'une âme autrefois pourrie par l'alcool. Numéro 10, Steven Tyler et Joe Perry. Steven Tyler et Joe Perry, les tristement célèbres jumeaux toxiques d'Aerosmith, ont été autrefois noyés par ce qu'ils croyaient être leur carburant créatif jusqu'à ce qu'ils ne connaissent plus la ligne de démarcation entre la musique et l'hallucination. À la fin des années 1970, le groupe Essential était au bord de l'effondrement, Perry quittant le groupe tandis que Tyler était presque complètement hors de contrôle. Mais il s'est passé quelque chose d'étrange. Après une série d'échecs, d'épuisements et d'interventions intenses de la part de leurs proches, Tyler a été admis cure de désintoxication 1986 avec un ultimatum clair. Se désintoxiquer ou Aerosmith est fini pour de bon. Perry a fini par suivre le mouvement et tout le groupe a entamé un voyage vers la sobriété, sortant ensemble de l'épave qu'ils avaient autrefois créée. Vaincre la dépendance n'a pas été une mince affaire. Tyler a rechuté à plusieurs reprises, surtout après des opérations chirurgicales où les analgésiques ont failli le replonger dans l'abîme. Mais, cette fois, il ne se battait pas seul. Les membres se sont soutenus comme des frères d'armes, non pas pour faire un disque à succès, mais pour sauver leur propre vie. Numéro 9. Nikki Sixx. Dès le début des années 1980, lorsque Motley Crue a commencé à gagner popularité, Nikki Sixx était déjà devenue l'âme du chaos. Au fur et à mesure que le groupe gagnait popularité, l'alcool s'est transformé en un rituel avant, pendant et après chaque spectacle. Certains soirs, Sixx buvait sans arrêt de l'après-midi jusqu'au lendemain matin, puis s'injectait de l'héroïne, puis retournait rencontrer les fans comme si de rien n'était. Je vivais dans les ténèbres et l'alcool était la lampe de poche qui me guidait, a-t-il écrit dans The Heroin Diaries. L'ivresse pour Nikki n'était pas seulement une perte de contrôle, c'était une arme d'autodestruction. Il a volé une fois la Porsche d'un ami, a conduit imprudemment état d'ébriété et a causé un grave accident qui a failli lui coûter son bras droit. Mais il se fichait. Les fêtes de Motley Crue sont devenues si outrageusement scandaleuses qu'on les appelait un enfer ambulant. Sixx s'est évanoui une fois dans une salle de bain avec du sang coulant de son nez, pour se relever quelques heures plus tard et donner un spectacle comme s'il ne s'était jamais effondré. Décembre 1987, la tragédie a frappé. Après une nuit d'excès d'alcool, d'héroïne et de cocaïne,
le cœur de Nikki Sixx s'est arrêté pendant 2 minutes. Dans l'ambulance, un ambulancier lui a injecté de l'adrénaline directement dans le cœur pour le ramener à la vie. Dans ses mémoires, Sixx a écrit « J'étais mort, pas métaphoriquement, littéralement. Je me suis vu tomber dans un trou noir, mais quelqu'un m'a ramené. Mais pire encore, quelques heures seulement après avoir été ranimé, Nikki est retourné consommer des drogues et de l'alcool, comme s'il n'avait pas failli mourir. Les années 1986 à 1989 ont été décrites par Sixx comme une beuverie de 3 ans sans fin. Il a causé d'innombrables scandales, saccageant des hôtels, se battant avec des fans et racontant de fausses histoires sexuelles dans The Dirt, des histoires pour lesquelles il s'est ensuite excusé publiquement. Ce n'est qu'au début des années 2000, après plusieurs morts évitées de justesse et avoir vu ses amis tomber un par un, que Nikki s'est finalement résolu à briser le cycle. Aujourd'hui, Nikki Sixx n'est plus l'icône des fêtes Stony sans fin. Il est père, auteur, musicien et philanthrope. Il cultive des légumes dans le Wyoming, écrit des livres, élève ses enfants et partage son histoire, pour aider les autres piégés entre l'alcool et le désespoir. Numéro 8. Brian Jones. Alors que les Rolling Stones sont devenus un phénomène mondial, Brian Jones a sombré de plus dans le marécage de l'alcool et de la drogue. La pression de la célébrité combinée aux tensions internes du groupe l'ont fait perdre le contrôle. Il arrivait souvent en retard ou pas du tout aux répétitions et aux enregistrements. Quand il se présentait, il était ivre, irritable, parfois violent. Son talent musical aiguisé a lentement disparu derrière des yeux fatigués et une voix déformée par l'alcool. Brian n'a fait aucun effort pour cacher sa dépendance, mais il n'a pas non plus fait d'efforts pour la combattre. Il n'y avait pas de cure de désintoxication structurée, pas de plan de rétablissement. Il a choisi de faire face à la douleur se versant un autre verre. Arrestation par la police pour possession, interdiction de jouer pour le groupe. Rien de tout cela ne l'a ralenti. Au contraire, cela l'a fait boire davantage. Brian n'essayait de surmonter quoi que ce soit. Peut-être avait-il abandonné il y a longtemps, et personne ne l'avait remarqué. Lorsqu'il a été expulsé des Rolling Stones 1969, ce n'était pas seulement la fin d'un chapitre légendaire. C'était le coup de grâce qui ne lui laissait plus aucun point d'appui pour faire demi-tour. Il s'est retiré dans une vieille tuyau ferme, isolé du monde, mais toujours avec sa bouteille, son dernier compagnon fidèle. Et lors d'une nuit fatidique, après avoir bu abondamment, Brian a sauté dans la piscine et est mort. Brian Jones n'est pas sorti de sa dépendance. Il est décédé à 27 ans, laissant derrière lui l'ombre douloureuse d'un génie qui aurait pu écrire de nombreuses autres pages de l'histoire du rock and roll. Numéro 7. Axl Rose. Avant de fonder Guns N' Roses, Axl Rose avait déjà des antécédents d'arrestation pour ivresse publique. Les fois où il a été menotté ne lui ont pas fait peur. Au contraire, elles l'ont poussé à boire encore plus, comme si l'alcool était un bouclier contre un monde auquel il n'a jamais senti appartenir. Pendant l'âge d'or de Guns N' Roses, Axl était connu non seulement pour sa voix explosive, mais aussi pour sa rage alimentée par l'alcool. Il pouvait arriver des heures retard à un spectacle ou annuler un spectacle entièrement en raison d'une explosion d'émotions négatives au milieu d'une brume d'ivresse. Les fois où il a quitté la scène pour frapper un fan, a fracassé du matériel ou s'est battu avec la police, avaient toutes une chose commune. L'alcool était le témoin et le complice. Axl n'avait pas besoin de drogue dure. Comme beaucoup de ses pairs rockers, l'alcool seul le transformait une mèche incontrôlable. La pression de la célébrité, les fractures au sein du groupe et les relations ratées se sont accumulées, poussant Axl encore plus dans l'isolement. Il a sombré dans l'alcool comme s'il essayait d'engourdir le bruit dans sa tête. À un moment donné, il a tenté de se suicider après avoir avalé une plaquette entière de pilules dans une dépression induite par l'alcool. La mort s'est approchée, mais s'est ensuite éloignée, laissant derrière elle un Axl malmené, tant physiquement que mentalement. Bien qu'il ne soit jamais entré cure de désintoxication, Axl a commencé son cheminement vers le rétablissement à sa manière.
Il a fait appel à des psychologues pour traiter son trouble bipolaire, la cause sous-jacente qui l'avait poussé à l'alcool comme une échappatoire émotionnelle. Aujourd'hui, on ne voit plus Axl Rose tituber dans les coulisses ou entrer éruption sur scène à cause d'une crise d'ivresse. Numéro 6. John Bonham. John Bonham a commencé à boire lorsqu'il jouait dans de petits bars, mais ce n'est que lorsqu'il a rejoint Zeppelin que la vodka est devenue son compagnon fatidique. Bonham a choisi de s'épuiser. Chaque épisode d'ivresse était une explosion, une rupture, tout comme son jeu de batterie. Le problème était qu'une fois qu'il avait actionné l'interrupteur, Bonham ne savait jamais comment l'éteindre. Les excès de Bonham n'étaient pas que des pertes de contrôle, c'étaient des tremblements de terre. 1977, lors du spectacle d'Oakland, il s'est jeté sur un membre de l'équipe des coulisses juste parce qu'il lui avait lancé un regard noir. Pas d'avertissement, pas de mots, juste des points et des cris. Résultat, la police est arrivée. Zeppelin a fait l'objet d'une enquête et John s'est réveillé incapable de se souvenir pourquoi ses mains étaient couvertes de sang. Des incidents comme celui-ci étaient fréquents et il commençait toujours par un simple verre de vodka pour s'endormir. Vers la fin de sa vie, Bonham a commencé à se fracturer de l'intérieur. Puis est venue la nuit fatidique du 24 septembre. John a commencé à boire de la vodka le matin, verre après verre, jusqu'à atteindre 40 shots. Pas de osase, pas de nourriture, pas de repos. Il a été ramené chez lui, allongé sur le côté, murmurant quelques derniers mots. Au matin, seul le silence régnait. Bonham s'est étouffé à mort avec la chose même vers laquelle il s'était toujours tourné pour s'échapper, son dernier trou noir, sa dernière boisson, une obscurité éternelle. La mort de Bonham a brisé Zeppelin. Ils ont cessé de jouer, cessé de tourner, cessé d'enregistrer, ne prononçant qu'une seule phrase. Sans Bonzo, Zeppelin n'est pas Zeppelin. Tout s'est dissous comme ce dernier coup de batterie résonnant dans une nuit froide. John Bonham est mort de l'alcool. Et tragiquement, un génie s'est perdu au milieu de tout cela. Numéro 5. James Hetfield. L'enfance de James Hetfield a été loin d'être facile. Élevé dans un foyer strict de la science chrétienne où la médecine moderne était considérée comme une hérésie, James a regardé sa mère mourir dans la douleur après avoir refusé un traitement contre le cancer. Ce traumatisme a laissé de profondes fissures dans l'âme de l'adolescent tranquille. Seul, perdu et privé du droit d'exprimer ses émotions, James s'est tourné vers la musique comme une échappatoire et l'alcool comme une couverture pour étouffer ses sentiments. Ce qui a commencé comme quelques bières pour mieux dormir est lentement devenu un trou noir qui a consumé sa vie. Alors que Metallica s'élevait comme une tempête, James est entré au sommet de sa carrière et au sommet de sa dépendance. Des éclats d'ivresse, la destruction, la perte de contrôle, des cris sur ses camarades de groupe fuyant les coulisses. Tels étaient les témoignages du personnel de tournée stupéfait par ce qu'il voyait. Il y a eu des rapports selon lesquels il s'effondrait derrière la scène avant même d'avoir terminé la liste des chansons. Mais le détail le plus choquant était le suivant. La personne avec laquelle on le voyait le plus souvent boire jusqu'à l'oubli n'était autre que son propre frère cadet, David Hetfield. Peu de gens savaient que David n'était pas seulement un témoin, mais un complice pendant ses marathons de boissons. Les deux frères ont été vus une fois ivres-morts dans les coulisses d'un spectacle Allemagne où James a détruit toute une loge après une dispute violente de cause inconnue avec David. Ils ont été surnommés la fraternité de l'alcool, apportant avec eux des nuits de dévastation physique et de gomme émotionnelle partout où ils allaient. La présence constante de David pendant les années de gloire de Metallica aurait irrité les autres membres du groupe, attisant les tensions internes. Tout a atteint un point de rupture 2001 lorsque James s'est soudainement effondré physiquement et mentalement et a été contraint d'aller cure de désintoxication. Mais la première tentative de rétablissement a complètement échoué. Des rumeurs provenant de l'établissement ont révélé que James prenait secrètement des appels nocturnes de son frère et a soudainement abandonné le programme après seulement 3 semaines.
Les infirmières se souvenaient de lui assis pendant des heures près de la fenêtre, les mains tremblant comme s'il essayait d'ouvrir une canette de bière imaginaire. Le fantôme de David, ou un fragment du passé, le hantait encore. La relation des frères s'est officiellement brisée au-delà de toute réparation lorsque leur père est mort 2021. David a envoyé une lettre manuscrite suppliant James d'assister aux funérailles, mais James n'est jamais venu. Sa réponse froide, transmise par l'intermédiaire d'un avocat, a glacé l'ambiance. « J'ai enterré ma famille il y a longtemps. Ne la déterrez pas. » Aujourd'hui, James Hetfield se produit toujours, écrit toujours de la musique, reste toujours fort dans un monde plein de tentations, mais il ne permet aucun alcool près de ses coulisses et personne n'est autorisé à mentionner le nom de son frère dans aucune interview. Numéro 4. Eric Clapton. Eric Clapton a été autrefois prisonnier à l'intérieur même de la coquille de son moi légendaire. Lorsque les lumières de la scène s'éteignaient, il ne restait plus qu'une guitare, une bouteille de vodka et un vide sans fond. Son esprit était noyé dans l'alcool, son cœur rongé par la honte et la culpabilité, un cercle vicieux que personne d'autre que lui ne pouvait briser. Même pendant qu'il jouait, Clapton ne pouvait échapper à la dépendance. Il y a eu des moments où il est monté sur scène, incapable de se souvenir de la première note. Son corps s'effondrait, ses yeux étaient perdus, et pourtant il essayait toujours de jouer. Pas pour l'art, mais par instinct de survie. Sous les projecteurs se trouvait un homme qui se décomposait de l'intérieur. Un soir, après un spectacle, il s'est effondré. 3 ulcères d'estomac saignants, de l'alcool qui coulait dans son sang et un corps près de l'effondrement total. Les médecins ont dit qu'il pouvait mourir à tout moment. C'est alors que la réalité l'a frappé comme un coup de poing au visage. La première fois qu'il est entré cure de désintoxication, ils ont dû l'aider à marcher. Il ne pouvait pas le faire seul. Clapton n'y est pas allé pour être guéri. Il y est allé parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. La désintoxication a été un cauchemar vivant, une lutte mesurée heure par heure, jour après jour. Il a transpiré, a eu des convulsions, a même paniqué au point d'essayer de s'échapper. Mais il est resté parce qu'une petite partie de lui, la partie la plus faible, espérait encore qu'il pourrait vivre différemment. Mais la première victoire n'a pas suffi. Après ce qui semblait être un rétablissement réussi, Clapton a rechuté, et cette fois, c'était pire. Il est retourné à l'alcool comme un homme affamé, lâché dans un banquet. Et juste à ce moment-là, une lueur de lumière est apparue. Connor, son fils nouveau-né. Son amour pour cet enfant a ramené Clapton cure de désintoxication. Cette fois, non pas par peur de la mort, mais par désir de vivre vraiment tant que père, pour racheter la partie de sa vie déjà perdue. Depuis 1987, Clapton n'a plus jamais touché à l'alcool. Chaque matin, il ressent encore l'envie de prendre ce premier verre, mais il choisit de ne pas le faire. Ayant vaincu lui-même, Clapton a choisi de ne pas garder la leçon pour lui. Il a fondé le Crossroads Rehab Center, un endroit où il a juré que personne ne devrait jamais se sentir aussi perdu qu'il l'a été autrefois. Numéro 3. Eddie Van Halen. Eddie Van Halen, le guitariste emblématique de Van Halen, a lutté contre l'addiction à l'alcool pendant la majeure partie de sa légendaire carrière. Des nuits de fête sans fin sur scène, des effondrements, des absences soudaines dues à une santé défaillante, toutes les conséquences d'une vie imbibée d'intoxication. Au début des années 2000, lorsque son corps a commencé à le trahir, des articulations de la hanche défaillantes, un diagnostic de cancer, Eddie a finalement regardé dans l'abîme dans lequel il tombait. 2007, après de multiples tentatives de cure de désintoxication infructueuses, il a quitté l'hôpital avec la résolution de recommencer à zéro. Pas pour la gloire, mais pour la survie. Les cicatrices laissées par l'alcool ne se sont jamais complètement effacées. Mais grâce à sa force pure, Eddie s'est remis sur pied, a continué à jouer de la musique, a continué à mettre le feu à sa guitare, comme si la douleur ne l'avait jamais touché. Eddie Van Halen s'est battu jusqu'à son dernier souffle et le son de sa musique, né de notes forgées dans l'addiction, résonnera à jamais. Numéro 2. Noel Gallagher et Liam Gallagher.
Lorsque Oasis a explosé comme un ouragan au milieu des années 90, les frères Gallagher ont également plongé la tête, la première, dans un tourbillon de fêtes incontrôlées. L'alcool n'était pas qu'une boisson. C'était une arme de la jeunesse, un symbole d'imprudence de l'esprit rock qui pulsait dans leurs veines. Pour Noël, un verre était nécessaire avant chaque spectacle. Mais progressivement, c'est devenu une habitude quotidienne qui s'insinuait dans ses matinées, ses nuits longues, solitaires et chaotiques, piégées dans la confusion de la célébrité. Noel Gallagher vivait dans un manoir ironiquement nommé Supernova Heights, où tout était feu sauf sa santé mentale. Leur alcool coulait sans arrêt, leurs amis étaient d'infâmes rebelles, et chaque fête ressemblait au chapitre final d'un roman décadent. Personne ne savait quand tout cela allait s'effondrer, seulement que ceux qui vivaient vite s'écrasaient plus durement. Et puis, un jour, Noël n'a plus pu faire la différence entre une crise cardiaque et une panique alimentée par l'alcool. Une nuit de chaos dans son appartement a poussé Noël au bord de la folie. Il croyait qu'il allait mourir, son cœur battant comme s'il allait exploser, des sueurs froides, son esprit tournoyant. Mais ce n'était pas une mort physique. C'était sa psyché qui se brisait. Ce moment a permis à Noël de se regarder face pour la première fois, arrogant, imprudent et dévié de sa trajectoire par la boisson. Après cela, il a complètement arrêté la drogue et a commencé à réduire sa consommation d'alcool, mais pas entièrement. Pourtant, l'alcool n'a jamais été une rupture facile. Noël admet qu'il boit encore quand il sort, mais qu'il a arrêté de boire à la maison. Il donne la priorité à la santé et à la clarté pour écrire de la musique, faire du yoga et vivre plus longtemps. Pendant ce temps, de l'autre côté, Liam Gallagher est une histoire complètement différente. Liam n'a jamais voulu renoncer à la boisson. Pour lui, ce n'était pas qu'une boisson, c'était sa deuxième personnalité. Il était ivre sur scène, dans les coulisses, dans les bars, même pendant les réunions du groupe. L'alcool a rendu Liam explosif. Il s'est battu, a saccagé des chambres d'hôtel, s'est fait expulser d'aéroports et a provoqué de nombreuses annulations de spectacles d'Oasis à la dernière minute. Pourtant, étrangement, cette ivresse semblait alimenter la voix hurlante et sauvage pour laquelle il était connu. Liam a essayé une fois de rester sobre pendant 6 mois. Résultat, il a failli tomber dans la dépression. La sobriété est sacrément ennuyeuse, a-t-il dit dans une interview, à moitié plaisantant, à moitié hurlant du fond de son âme. Cependant, le temps et l'âge n'épargnent personne. 2023, Liam a commencé à se maîtriser. Il a déclaré qu'il ne boirait pas du tout pendant la prochaine tournée afin de préserver sa voix. Une déclaration choquante si elle était venue du Liam d'il y a 10 ans. Peut-être qu'après des années passées à tituber pendant des nuits d'ivresse, il a réalisé que s'il veut continuer à chanter, s'il veut que les fans continuent à l'écouter, il doit vivre et rester sobre. Numéro 1. Ringo Starr. Lorsque les Beatles se sont séparés, Ringo Starr n'a pas seulement perdu un groupe légendaire, il a perdu son sens de l'orientation dans la vie. Tout au long des années 1970 et au début des années 1980, l'alcool est devenu son compagnon sombre mais fidèle. Chaque jour s'est estompé dans une brume d'intoxication, de somnifères et de fêtes sans fin. Certains jours, Ringo buvait jusqu'à 16 bouteilles de vin mélangées à du brandy et de la cocaïne, comme s'il essayait de faire taire chaque bruit dans sa tête, se mettant le feu de l'intérieur. Le point le plus bas a été atteint lorsque sa femme, l'actrice Barbara Bach, et lui ont réalisé qu'ils avaient tout perdu, la santé, la clarté et même la vie elle-même. Ils sont entrés ensemble cure de désintoxication, comme 2 guerriers épuisés. Les 8 premiers jours, Ringo ne croyait pas avoir besoin d'aide. Mais le 9e jour, il a finalement compris qu'il ne s'agissait plus d'un choix. C'était une bataille pour la survie. Et pour la première fois depuis des années, il a choisi de se battre. Non pas avec des tambours, mais avec la bête invisible appelée alcool. Depuis, il est resté complètement sobre. Pas une goutte d'alcool, pas une seule pilule addictive. Plus de 3 décennies plus tard,
Ringo a tenu sa promesse. Il a reconstruit sa vie, sa musique et son identité, non pas grâce aux applaudissements tonitruants, mais grâce à la paix intérieure. « Je ne vis plus seulement pour moi », a-t-il dit un jour. « Je vis pour la musique sobre, pour les gens que j'aime et pour moi-même une meilleure version. » Aujourd'hui, Ringo n'est plus le batteur perdu du passé. Il est un symbole de renaissance, une preuve vivante que même après des milliers de nuits d'ivresse, si vous êtes assez courageux, vous pouvez toujours battre le rythme d'un tout nouveau chapitre de votre vie. Ces 15 rockstars que nous venons d'évoquer sont des symboles éblouissants de liberté, de rébellion et d'intoxication sans fin. Ils ont vécu vite, ont joué fort et n'ont pas eu peur de se brûler dans l'alcool, la fumée et les solos de guitare, hurlant à minuit. Mais derrière cette gloire aveuglante se cachent des histoires trempées de larmes, des lits d'hôpital, des morts tragiques et des résurrections miraculeuses. Que pensez-vous des addictions à l'alcool de ces stars emblématiques du rock and roll? Laissez vos commentaires ci-dessous. Nous aimerions vous entendre. Si vous avez trouvé cette vidéo significative, n'oubliez pas de l'aimer, de la partager pour diffuser le message et surtout de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires dramatiques et inattendues. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine.